Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé, et c'est le moment de l'année, enfin, venu le moment idéal pour moi, pour vous présenter en fait mon top 10 de mes découvertes ludiques de l'année 2024. Depuis, je pense, 2022-2021 environ, je crois, je ne sais plus, je me permets le plaisir de concevoir une vidéo bien personnelle dans laquelle je comptabilise plutôt mes découvertes, mes expériences ludiques préférées de la dernière année. Ça peut être des jeux, ça peut être des suppléments, ça peut être des livres de règles ou même des compendiums. Bref, tout peut y passer tant que ça parle de jeux de rôle. Et on y replonge une nouvelle fois pour l'année 2024. Mais attention, il est pertinent de mentionner que c'est pas en fait les meilleurs jeux, selon moi, de 2024, l'année en cours, mais bien plutôt des découvertes pour l'année 2024. Vous allez peut-être ainsi relever certains produits qui ont déjà quelques années derrière la cravate, mais c'est pas grave pour moi, bien ce fut une découverte cette année, et il y a d'autres jeux aussi qui sont vraiment sortis là, au courant de la dernière, des 12 derniers mois. Également aussi, je me suis fait dire par la vidéo, je crois, de l'année passée, de 2023, que souvent je faisais juste comme répéter un peu certains éléments que j'ai pu mentionner dans d'autres vidéos parce que je fais déjà mes top 10 ou mes top 5 découvertes du mois, par exemple, et ça arrive que certains produits vont revenir d'un top à l'autre, surtout si, admettons, le produit m'a vraiment bien marqué durant un mois précis et que je décide de le rementionner dans mon top 10 annuel parce que ça a été pour moi vraiment une véritable découverte. Eh bien, j'ai quand même fait attention, je crois, cette année pour inclure certains coups de cœur que j'ai eu il y a quand même un certain temps, mais que je n'ai jamais mentionné dans aucune vidéo. Pour être sûr que ça soit vraiment une belle surprise pour celles et ceux qui écoutent cette vidéo-ci, celle de mon top annuel 10 de l'année 2024 en termes de jeux de rôle, suppléments ou autres. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On commence avec le numéro 10. Il s'agit de Slug Blaster. Eh oui, Slug Blaster. Et c'est drôle parce que je l'ai vu passer aussi dans une autre vidéo. Bon, je le tiens tout croche, comme un gros nono. Je l'ai vu passer dans une autre vidéo récemment. Et je vais en revenir tout à l'heure, mais un peu de quoi est-ce que ça parle, Slug Blaster. Je l'ai aussi déjà mentionné brièvement, en fait, dans mes jeux que j'aimerais peut-être éventuellement avoir, je crois, dans mes espèces d'envirolistes de l'année. En fait, tout se déroule dans une petite ville, la ville de Hillview. C'est des adolescents qui font du skate et qui, en fait, s'introduisent dans d'autres dimensions pour explorer, filmer leur pirouette, en anglais on va dire des tricks, des formes de sauts particuliers ou même des espèces de, on va dire, ajustements un peu casse-cou dans le simple but d'être célèbre sur les réseaux sociaux et de bien filmer le tout et de partager le tout sur les différentes plateformes en ligne. Mais c'est dangereux. C'est un exercice excessivement dangereux et les parents de ces 10 jeunes sont absolument révoltés contre les différentes exploration de leurs enfants. C'est stupide, on s'entend. Ça peut être absolument insensé de vouloir visiter un plan d'existence couvert de lave et de vouloir faire un 180 au-dessus d'un jet de magma. Mais c'est ce que propose Slug Blaster. Et c'est quand même assez cool. Ça a vraiment été un beau coup de cœur pour moi. J'ai eu l'occasion de le tester en fait dans une petite partie très très rapide sur le coin d'une table et j'ai adoré. Autant le concept en soi m'a énormément charmé, c'est-à-dire très années 90. On n'est pas années 80 Stranger Things, on est dans les années 90. C'est ma décennie dans laquelle j'étais un bambin. Vous pouvez éventuellement deviner mon âge avec ça. Mais c'est vraiment les années 90. Donc les morning cartoons, des Saturday morning cartoons comme on appelle, des dessins animés avec des dinosaures, beaucoup de dinosaures partout. Les Tortues Ninja, manger de la pizza, des pizzas pochettes aussi également. Pensez un peu à l'espèce de style un peu commercial dans l'époque où est-ce que les publicités pour cibler vers les enfants étaient encore vraiment à la mode et que ça voulait être très cool. Tu sais, un chien qui fait du skate avec des lunettes fumées et puis une calotte à l'envers. C'est le genre de choses un peu qu'on peut s'attendre dans Slug Blaster et ça, eh bien, ça vient beaucoup me chercher parce que j'ai pas beaucoup de jeux du moins dans ma bibliothèque, qui vont explorer ce thème-là très précis.
bien que les années 80 a justement été très populaire avec Stranger Things et beaucoup de jeux de rôle qui sont sortis qui abordent cette décennie-là, cette ambiance, cette vibe-là. Slug Blaster, c'est un peu plus loin dans le temps, mais on est encore avant les années 2000. Du moins dans sa thématique et dans son visuel. Et pour ça, c'est venu vraiment un peu titiller ma petite fibre nostalgique. Et aussi également, ce n'est pas un jeu d'horreur, alors que je suis quand même très tourné vers tout ce qui est produit horrifique et tout ça, bien qu'il peut avoir des éléments un peu effrayants dans Slug Blaster, alors qu'on peut visiter un plan où des papillons géants se promènent à dos de dragons crachant des flammes. Là, c'est pas vraiment effrayant dit de même, mais dans un contexte où est-ce qu'on le vit, ça peut être effrayant. Et alors, du fait que ce n'est pas un jeu d'horreur aussi, pour moi, ça fait nouveau. C'est un peu rafraîchissant. Ce n'est pas horrifique, mais ce n'est pas pour autant réaliste. On s'entend qu'on est vraiment plus dans de la surréaliste fantasy contemporaine, science-fiction, alors qu'on voyage d'un plan à un autre pour aller faire des pirouettes cacahuètes. Et, ouais, à ce niveau-là, pour la thématique, c'est venu me chercher. Et également, côté système de règles, c'est basé sur le système de Forge in the Dark, qui est lui-même un dérivé des PBTA. Suivez-moi bien, les PBTA, c'est des systèmes 2D6, avec des possibilités de réussite mitigées, des réussites et des échecs. Et le Forge in the Dark, au lieu d'utiliser 2D6, ça va plus utiliser un seul D6 qu'on va lancer, et que 6, ça va être une réussite, 4, 5, ça va être surtout une réussite mitigée, et 3, 2, 1, ça va être un échec. Et dans Slug Blaster, eh bien, votre personnage, votre jeune cool, eh bien, est défini par un archétype en quelque sorte. Est-ce que c'est comme l'espèce de grand costaud, ou est-ce que c'est le cool kid, est-ce que c'est le jeune enfant de riche ou autre, et vous devez remplir certains questionnements en lien avec le rôle que joue votre enfant dans le groupe de jeunes adolescents, et aussi un peu créer les liens qui se trouvent à l'intérieur de ce groupe-ci, et définir aussi quelques caractéristiques pour savoir dans quoi est-ce que vous êtes bon lorsque vient le temps de lancer les dés. Il y a de la gestion un peu en quelque sorte dans le Forge in the Dark, de prime abord, dans le jeu de base, c'est de la gestion un peu de regroupement illégal, c'est une bande de voleurs. Eh bien là, c'est un peu le même contexte, même concept, sauf que c'est plutôt des jeunes. Donc c'est gérer votre bande de jeunes. Et j'aime bien le Forge in the Dark. On dirait que je ne suis pas encore complètement convaincu. On dirait que je le teste à bien d'autres occasions. Mais pour l'avoir essayé justement dans différents jeux, pour l'instant, Slug Blaster est pour moi, on va dire, la version qui est venue plus me conforter dans mes tests de ce système-là. Donc, c'est encore une fois, ça sort un peu de mes sentiers battus, ça sort un peu de ma zone de confort, mais en même temps, je suis vraiment... je baigne dans un bonheur quand je vois ça. C'est juste plaisant, c'est juste hop la vie. Et ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, que ça a été... que j'avais vu une autre vidéo passer comme quoi ça faisait aussi mention de Slug Blaster, eh bien c'est la vidéo de Pierre-Louis Renaud de la chaîne de Etu Game, jeu de rôle où est-ce qu'il fait aussi mention de ses top 10 découvertes ludiques de l'année 2024, et il est dedans, Slug Blaster, tant que je trouve ça cool, on vient se rejoindre ici, mais en fait on se rejoint à quelques points, mais les deux on a eu un petit coup de cœur pour ce jeu-là, et c'est tout jamais, peut-être qu'en 2025 on aura l'occasion lui et moi de se faire une partie, peut-être même autour d'une table, qui sait? Peut-être, reste à voir. Donc ouais, Slug Blaster, mon numéro 10. Mon numéro 9, je ne l'ai pas physiquement, malheureusement. J'aurais dû l'avoir en fait. J'aurais dû pouvoir vous le montrer dans mes mains, bien fier de l'avoir. Mais malheureusement, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore dans la grève. En fait, il y a une grève chez Poste Canada, ceux qui s'occupent de la poste, et qui vient en fait mettre certaines difficultés dans le partage, on va dire, de la poste, des lettres et même des boîtes venant outre-Atlantique et entre continents ou entre pays. Et de ce fait, ben, je ne l'ai pas. Il s'agit, mais c'est pas grave, on s'entend là. J'appuie la grève en soi. Donc, mais j'ai tout de même pu me contenter des versions PDF pour l'instant et de pouvoir ainsi dévorer le tout et même le tester lors d'une journée en compagnie de quelques amis. Il s'agit de Starborg. Il y a eu quelques temps quand même un certain gag concernant les différentes déviations du jeu de rôle Morborg à plusieurs sauces. C'était Monopoly Borg.
Koboldborg, il y a même un Borg avec des gobelins, il y a un Orc-Borg où est-ce qu'on joue des orques dans l'espace, un peu à la Warhammer 40 000, qui est très cool d'ailleurs, vraiment, vraiment très très cool. Et à un moment donné, c'est devenu comme un peu un running gag de se dire qu'est-ce qui peut être adapté à la sauce Morborg, ce fameux jeu OSR assez viscéral, teinté de jaune, très violent, avec une mécanique assez minimaliste et une espérance de vie très basse. Et il y a J.P. Covert, qui est un auteur que j'apprécie bien, qui s'est associé avec un autre auteur qui est aussi un illustrateur, J.P. Covert, qui fait des illustrations absolument très cool et qui d'ailleurs a fait des livres sur comment dessiner, comment illustrer certaines choses. Et il a fait en fait un jeu qui se nomme Starborg. Et Starborg, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, vu ma longue préambule, c'est un jeu de rôle qui mélange l'ambiance de Star Wars, vraiment les thématiques Star Wars-esque, avec un système qui est très dérivé de Morborg. Et Starborg, on est très loin, en fait, je me pense de la thématique et même de la vibe, de l'ambiance partagée par Morborg, c'est-à-dire quelque chose de très justement viscéral, violent, sombre, grimdark. Starborg, c'est vraiment pas ça. On est vraiment dans le hop la vie, voyage dans l'espace, tirer du rayon laser, se battre à coups de sabre laser, faire un ace dans un casino, faire un vol à l'étalage, être un pirate de l'espace, un mercenaire, blablabla. Imaginez une aventure à la Star Wars, c'est ce que propose Starborg avec une mécanique de D20 très simple. Et je crois que si ça avait été un copier-coller de la vibe, de l'ambiance Morborg, ça m'aurait beaucoup moins charmé. Parce que justement, J.P. Covert a été capable, avec son confrère, de créer un jeu qui a vraiment le squelette de Morborg, mais avec une toute autre ambiance, un tout autre visuel, et quelque chose qui est beaucoup plus même à la fois familial, alors que de prime abord on pourrait s'imaginer que Morborg c'est quelque chose de très 18 ans et plus, et bien là dans le contexte de Starborg c'est vraiment très très général, accessible, pas du tout violent, du moins dans son visuel, bien que les aventures on s'entend que ça peut aller un peu partout. Et pour moi ça a été vraiment un beau tour du chapeau, je sais pas si c'est ça l'expression, mais c'était une belle réussite en mon humble avis. Et pour l'avoir testé, j'ai adoré ça. Déjà que Morborg de base, j'aime beaucoup Morborg. Je trouve vraiment que c'est un cool jeu. Il y a beaucoup de suppléments, il y a vraiment beaucoup de stock. En fait, il y en a tellement qu'à un moment donné, tu finis par te perdre dans ce que peut proposer Morborg. Même année, je trouve que je fais le tour un peu de l'ambiance grimdark, l'ambiance sombre, chercher le mal, la fin du monde approche, le basilic. Et t'as comme le goût d'explorer autre chose. Il y a beaucoup de dérivés de Morborg, des jeux complets qui vont reprendre les règles de Morborg que je trouve vraiment intéressants. Et Starborg, eh bien, a vraiment été une surprise que je ne m'attendais pas du tout. J'ai vu passer des pubs sur Reddit, sur certains réseaux. Puis là, j'étais comme, ça a l'air pas pire. Et finalement, je me suis décidé de faire le pas. Et je ne regrette pas du tout. Parce que c'est vraiment devenu, je crois, mon jeu par défaut pour faire jouer du Star Wars maintenant. Pour faire jouer de l'ambiance à la Star Wars, science fantasy space opéra avec des extraterrestres qui font puis des robots, puis des grands méchants super machinéens et tout ça. Là. Je pense que c'est vraiment mon jeu par défaut pour ça. Et même pour avoir essayé les autres jeux de Star Wars, pour avoir essayé le D6, pour avoir essayé le D20 de la 3.5, ou même, je pense que la 3, je sais plus, et aussi même la version la version illicite, adaptée à la 5e édition, et aussi la version de Fantasy Flight avec les dés spéciales, là. Il n'y a rien qui est vraiment, pour moi, aussi satisfaisant que la version simple de Starborg est aussi fluide comme je veux que mes aventures de Star Wars le soient. Et de rajouter un peu ce que je veux aux alentours. C'est complètement... En fait, officiellement, ce n'est pas Star Wars, mais on s'entend, c'est tout comme. Je pense que l'équivalent des Wookiees, là, ça s'appelle des Woolly Sasquatch ou quelque chose comme ça. On s'entend, là, c'est très Star Wars-esque. Et dans les classes aussi, on le retrouve en soi. On peut jouer n'importe quelle race pas mal. Il est possible de lancer au hasard les races. Mais c'est vraiment dans les classes qu'on découvre un peu nos capacités, nos pouvoirs. On peut être un mercenaire, on peut être un bounty, un mercenaire, bounty hunter, c'est la même chose pas mal. Mais on peut être un smuggler, un espèce de Han Solo, là, un contrebandier de l'espace. On peut être ce qu'on appelle un Magi Knight, donc
magicien chevalier, c'est un genre de Jedi en quelque sorte. On peut être un technicien, on peut être un robot, on peut être ça c'est cool par exemple, on peut être un youngling, dans le fond un jeune avec un bel avenir devant lui, un peu comme Luke Skywalker dans l'épisode 4, là, vraiment le jeune qui a comme plein de volonté pour réussir et des choses comme ça. Non, c'est vraiment une super belle surprise et je vais y rejouer à plein d'occasions parce que ça se fait aussi vraiment très vite. Générer une histoire, paf pouf, battre des méchants, tirer du laser, c'est Starborg. Mon numéro 8, il s'agit du Dirty System. Et oui, j'ai déjà parlé du Dirty System dans une autre vidéo, donc je ne vais pas tout répéter ce que j'ai pu dire déjà. Je vous conseille d'aller voir, en fait, tous les jeux dont j'ai déjà abordé à d'autres moments. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller voir pour en savoir plus. Mais je voulais quand même revenir sur le Dirty System qui est dans mon top 10 annuel. Je l'ai vraiment... Linou m'a partagé, Linou Major Zero, qui est l'autrice et même la créatrice même du label le Dirty Clean Crew, comme il l'appelle, avec Cédric Chaillol. Ils m'ont partagé en fait les PDF du Dirty System au tout début de l'année 2024. On est vraiment dans les débuts. Je suis allé vérifier pour être sûr quand est-ce que j'ai fait une vidéo et tout ça. Et ça faisait pas encore tout à fait un an. Donc c'était vraiment dans mes premières découvertes de l'année et j'en suis resté accroché. J'en suis resté accroché parce que, en fait, plusieurs raisons, que justement, j'essaie de pas trop répéter ce que j'ai pu dire déjà dans mon autre vidéo. Je trouvais que c'était un vent de fraîcheur dans la francophonie en matière de jeux de rôle, de ce que je peux voir, de ce que je peux constater en tant que francophone, mais situé de l'autre côté de l'océan et très loin, on va dire, des salons, des conventions et aussi directement des fournisseurs et des distributeurs et même des maisons d'édition. Mais de mon point de vue, de mon angle, si je veux, c'est une belle découverte et c'est surtout un vent de fraîcheur en offrant quelque chose de très simple, mais qui se renouvelle à chaque fois via les aventures qui sont proposées. Et en soi, à défaut, le Dirty System, c'est surtout un système de jeu qui est, on va dire, scindé en deux branches. Il y a le To the Bone, qui est vraiment la version la plus minimaliste et qui minimise en fait, qui va plutôt, on va dire vraiment retirer les jets de dés pour plutôt orienter la narration et l'échange autour de la table via des prises de décision et on va dire en quelque sorte de l'évaluation de danger. Et il y a une version un peu plus complexe, mais qui est quand même encore une fois très simple, qui se nomme le In the Flesh et qui, cette fois-ci, va plutôt aborder maintenant, va ajouter une certaine intrusion, un peu du hasard et utiliser certains jets de dés, même de la dépense de points pour pouvoir augmenter nos chances de réussite sur les différentes actions qu'on souhaite entreprendre. Le jeu est fait pour vivre des aventures horrifiques et romanesques. Donc c'est vraiment... souvent, du moins de ce que j'ai pu constater pour l'instant dans le contexte des différentes aventures qui sont publiées, on est quand même un peu plus terre à terre. C'est pas du tout du space fantasy ou même même du fantasy classique. Là, on est vraiment dans du contemporain horrifique ou même un peu, je dirais, futuriste très proche horrifique ou même un peu uchronique, une espèce d'univers qui est différent dans lequel ça se déroule tout de même dans la même temporalité, mais il y a eu des événements dans le passé qui ont changé en fait le monde dans lequel on vit. Mais il y a également de la science-fiction au travers avec Biome, entre autres, qui est une aventure qui est sortie. Et c'est vraiment ça en fait que je trouve agréable avec ce jeu-là. Et plutôt cette gamme-là, je dirais, c'est la capacité, la possibilité d'aller chercher à gauche et à droite l'ambiance que je veux selon les différentes aventures qui sont proposées. Et les aventures sont vraiment de qualité. C'est quelque chose que j'ai déjà, encore une fois, que j'aime énormément. Linou écrit super bien. Elle a vraiment une très belle prose. Elle exprime très bien ses points. Les personnages pré-tirés qui sont proposés pour faire vivre l'aventure sont très complexes et très complets, au point où est-ce que tu te dis pourquoi j'aurais le goût d'en créer un alors que les personnages les plus on va dire, bien cadrés dans le contexte du module sont déjà prêts à être utilisés. Mais il y a aussi la possibilité de juste reprendre le module et de le faire jouer avec un autre système de jeu parce que toutes les informations essentielles pour faire rouler le tout sont là. Et donc,
Contemporain, horreur, déjà ça vient me chercher. C'est des thématiques je baigne déjà dans des thématiques que j'aime, là, on s'entend. Mais avec toujours des petits twists particulières, des fois même des événements ou des scénarios qui sont basés sur des événements réels qui se sont déroulés dans notre monde. Et il y a vraiment une belle sensibilité à vouloir, on va dire, présenter le tout comme étant un jeu et que c'est important de bien définir les limites de ce qu'on veut faire vivre comme horreur autour de la table. Bref, c'est moderne, sensible, horrifique, complet, minimaliste, simple, adaptable. C'est tous on va dire, des termes que je peux comme accoler au Dirty System. Et pour ça, eh bien, c'est une fichue de belle découverte dans ma francophonie. Parce que d'autres, je pense que j'en ai un ou deux autres dans mon top 10, je suis pas trop sûr, mais le Dirty System, c'était mon premier que je voulais présenter, mon numéro 8. Mon numéro 7 est là. Mon Dieu. On s'éloigne. 2024, ça a été mon année exploratoire. Ça a été mon année où je découvre des choses, je fais des tests, je tente des expériences, je sors justement de mes zones de confort. Je me suis rendu compte, alors qu'on approche vraiment de la fin de l'année, que j'ai vraiment testé des jeux qui, habituellement, dans d'autres occasions, m'auraient peut-être soit rebuté ou complètement, qui m'aurait complètement comme « Oh non, je ne veux pas m'approcher de ça ». Mais celui que je vous présente là, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'en ai jamais parlé dans aucune vidéo, je crois. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler en très bien, que je voyais passer des suppléments de communauté sur Itch.io, que maintenant ça a été annoncé que le livre de base n'était plus trouvable nulle part et que finalement il a été republié, tout ça, via un autre fournisseur, distributeur plutôt. Et j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus. Et je commençais à passer au travers. J'ai pas encore fini vraiment complètement, surtout vers la fin. Mais j'ai quand même bien mangé une bonne partie du livre. Il s'agit de Lancer. Et là, justement, c'est très rare que je me tourne vers ce type de jeu-là pour plusieurs raisons. Déjà, non, le thème, le thème, je l'aime beaucoup. C'est un jeu de mech warrior, de gros mechas, des gros robots qu'on construit et dans lesquels on va se taper sa gueule avec d'autres personnes parce que ils font partie d'une autre organisation, tout ça. Bref, il y a une mise en place, il y a une mise en contexte, ça n'est pas juste du combat de gros robots sans aucune raison. Ça se déroule des milliers d'années dans le futur. Ça imagine un univers où l'humanité, après avoir survécu à un terrible effondrement écologique sur Terre, eh bien, il y a eu, on va dire, s'est étendu. L'humain s'est étendu vers les étoiles et avec vraiment un impératif de survie motivé par sa propre histoire culturelle, eh bien, l'humanité a commencé à gérer en quelque sorte la galaxie pour pouvoir limiter son extinction et ainsi créer des gros robots dans lesquels ils peuvent se déplacer, dans lesquels ils peuvent se battre, dans lesquels ils peuvent même construire des choses et les utiliser un peu comme des outils, de l'équipement. Mais comme l'homme, on le connaît, c'est un homme bien perfide et qui est bien plein de défauts, eh bien, c'est devenu aussi des guerres. C'est devenu des combats entre différentes factions qui sont étendues un peu partout dans la galaxie. Ainsi, Lancer mélange un peu de la science-fiction militaire avec de la science fantasy mythique parce qu'il y a aussi un côté très ésotérique au travers de ça. C'est pas de la grosse fantasy non plus, là, on s'entend, mais c'est quand même, il y a un petit côté un peu la psyché humaine, des pouvoirs psioniques, des choses comme ça. Et là-dedans, on joue en fait des pilotes d'élite, des mercenaires qui se battent contre d'autres mercenaires et d'autres pilotes au compte d'entreprises secrètes et différentes organisations, des compagnies. Et en soi, mais je veux dire, la thématique, on la connaît un peu, ça a déjà été vu à plein de reprises. La richesse de Lancer, en fait, provient de sa mécanique de jeu, en partie, mais aussi également son visuel. On ne peut pas nier que le visuel de Lancer a quelque chose d'assez unique, parce que Tom Bloom, la personne qui a fait la cover, c'est la couverture du livre, c'est un auteur qui est très connu, un auteur de bande dessinée qui est très connu et qui a décidé de se lancer aussi dans le jeu de rôle avec justement Lancer, et sa touche n'avait jamais été vue dans aucun autre jeu de rôle, je crois, à mon sens, il me semble, jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, accompagné de d'autres illustrateurs et illustratrices de talent, on peut découvrir dans Lancer un jeu qui est très coloré,
mais aussi en fait, dans un visuel qui est aussi très complexe. Les mecs, là, les gros robots que vous pouvez piloter, là, il n'y en a pas un qui se ressemble, sont tous illustrés. Il y a des exemples qui sont mentionnés. En fait, il y a plein de robots qui sont présentés dans le livre et ils sont tous illustrés un après les autres. Et le détail, là, c'est dans des très très beaux livres de jeux de rôle en couleur. Je vais en faire apparaître, j'aurais voulu peut-être vous le montrer directement du livre, mais je vais en faire apparaître à l'écran parce que je ne veux pas le montrer avec avec le livre devant la webcam, parce que ça va être dégueulasse visuellement. Pour les gens qui m'écoutent en audio, eh bien, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à les illustrations en fait de Lancer et des différents artistes qui sont, on va dire, qui vont œuvrer au sein de ce groupe, de cette compagnie qui est massif, qui est maintenant publié par Dark Horse, qui est justement une boîte de comics, entre autres. Et Lancer, en fait, là où justement ça fait mal, c'est que le combat de mech est quand même assez complexe. C'est mais je dirais vraiment assez complexe. C'est un peu plus compliqué, je crois, que la moyenne de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qu'on peut expérimenter, parce que ce n'est pas du D20 classique. On est plus dans le D10 et l'utilisation des D6. Mais là où Lancer est vraiment intéressant, je trouve, dans son mode de fonctionnement, c'est qu'il y a deux modes de jeu. Le jeu va se scinder de deux façons. D'un côté, lorsque vous allez jouer plus les pilotes à l'extérieur de leur mech, à l'extérieur de leur gros robot de combat, eh bien, c'est très narratif. Il y a la possibilité de lancer des dés, des 6, des 10, la possibilité d'accomplir certaines actions. Il y a quelques caractéristiques qui viennent définir son personnage, des talents, des traits, tout ça. Mais c'est très narratif. Il n'y a pas du tout de grillage, de grid pour pouvoir gérer les combats. Il n'y a pas de quadrilatère, il n'y a pas de quadrillé, il n'y a rien de ça. On est vraiment dans le théâtre de l'esprit, l'échange avec quelques jets de dés ici et là. Mais à partir du moment où on embarque dans notre gros robot et qu'on s'en va se battre pour quelques dollars de plus, eh bien là par contre, on tombe dans un mode de jeu qui est beaucoup plus cadré, qui est beaucoup plus proche d'un wargame, je dirais, d'un jeu de guerre, avec l'utilisation de différents modules sur son gros robot pour pouvoir définir les zones qui sont touchées par nos attaques, à quel point est-ce que on fait des dommages, on va dire, secondaires sur les autres éléments qui sont autour. Est-ce que l'attaque qu'on fait, c'est un rayon? Est-ce que c'est une zone autour de nous? Est-ce que c'est une zone plus loin? Dans le fond, vraiment quelque chose de défini avec plusieurs de distance, mais échelonné sur une grande largeur, ou est-ce que c'est plutôt directement en contact avec juste une distance en fait de coup. Bref, tu sais, laser, explosion, il y a un peu de tout ce qui passe avec différents types de dégâts qui peuvent venir affecter votre mech de différentes façons. Est-ce que les dégâts que vous recevez, c'est des dégâts de feu? Et là, les dégâts de feu, les brûlures, ça peut aussi affecter la personne à l'intérieur. Ou est-ce que c'est des dégâts électroniques qui peuvent faire dérégler en quelque sorte les différents composants de votre mech, les différents modules qu'on peut y trouver? Est-ce que c'est plutôt des dégâts d'énergie? Ou même des dégâts qu'ils appellent kinétiques, des dégâts qui sont plus, par exemple, un contact direct, un mec qui vient de vous donner un coup de poing dans la face d'un autre gros robot. C'est quand même de la grosse gestion. Je dis juste pour vous donner un exemple, là, mettons que j'ouvre le livre. Lorsqu'on regarde un mec, mettons j'en tourne un, là, je regarde, il y en a donc, ça n'a pas de bon sens, il y en a tellement, là. Et en fait, ils sont tous présentés selon le fabricant. Parce que les fabricants vont souvent être associés à certaines organisations et ils vont avoir certaines spécialités dans leur manière de faire pour leur mech warrior, leur gros mecha. Par exemple, j'en ai un ici qui s'appelle le Witch. Et le Witch, je vais essayer de faire apparaître son image si je peux le trouver, si je trouve en belle définition. Là. En soi, le Witch, c'est ce qu'on appelle un mech controller. Donc, c'est un type de mech parce qu'ils ont chacun leur capacité. Il est un demi-size. Une dimension de 1,5. C'est-à-dire qu'il est plus petit qu'un gros robot habituel. 1,5, il est un peu plus grand qu'un humain. Ça peut être plus proche d'une espèce de power suit, une espèce de grosse armure, un peu comme on voit dans Fallout. Mais c'est un peu plus gros que ça à l'image que je vois. Ça possède en fait un modèle d'agilité, un niveau d'ingénierie. Ça possède une armure selon son type on va dire, de matériau qui est utilisé, son système également. Et là, on a ce qu'on appelle des systèmes de base. Parce que chaque mecha, chaque robot a ses systèmes de base, c'est-à-dire des pouvoirs, des capacités qui peuvent y être intégrés.
Et c'est possible aussi également d'avoir des systèmes optionnels selon en fait les différentes... à quel point est-ce qu'on peut investir de l'argent, mais aussi à quel point est-ce qu'on peut se permettre d'investir des éléments de plus dans son mecha, parce qu'ils ont une certaine limite. On ne peut pas tout mettre sur un simple robot. Là, ils ont une certaine limitation. Par exemple, je vais en choisir un de même au hasard là, dans le Witch. Je regarde par exemple le Witch. Là, puis je vais essayer de le traduire un peu à... OK. Par exemple... Il y a un système qui est optionnel pour le Mecha Witch, là, la sorcière, on va l'appeler comme ça, qui permet en fait en quelque sorte, de rendre la zone de combat un peu plus floue et difficile pour se battre et pouvoir tirer à l'intérieur, parce qu'elle crée dans le fond ce qu'on appelle un Dark Cloud. C'est comme si elle émanait des espèces de produits toxiques qui vont rendre le tout très sombre autour d'elle et qui rend en fait plus difficile la toucher. C'est plus difficile en fait de l'atteindre. Et j'ai fait des tests. J'ai fait des tests surtout, on va dire, comment je pourrais dire, très de base, dans le sens que j'ai pas du tout fait un scénario, j'ai pas du tout fait un module au complet en me disant waouh, on va vivre telle expérience ou tel scénario d'introduction. Je me suis attardé à faire un test de combat, par exemple, avec différents mechas situés dans une zone et voir un peu comment ça pouvait se dérouler les uns contre les autres avec les jets de dés qu'on va faire et les D10 et les D6 qu'on va lancer, et à quel point est-ce que c'est long, à quel point est-ce que c'est facile. C'est, je dirais, comme je l'ai mentionné, moyen crunchy. Dans le sens que c'est quand même complexe. C'est plus complexe que les jeux minimalistes ou les jeux OSR de base que j'explore souvent au courant d'une année. Par contre, j'ai pas trouvé ça plus complexe que, par exemple, dans Donjons Dragons 5e édition, si c'est le premier jeu de rôle que vous essayez. Si vous avez jamais joué à un jeu de rôle de votre vie et que vous essayez Donjons Dragons 5e édition, vous allez trouver ça aussi complexe que si vous essayez Lancer pour la première fois aussi et que c'est le premier jeu de rôle que vous essayez. C'est juste que c'est pas de la même manière que c'est présenté. C'est juste que c'est pas du tout le même système de jeu non plus. Mais en soi, la complexité qui vient sur la gestion d'attributs, la gestion de caractéristiques, la gestion de pouvoir et tout ça, selon moi, ça se trouve un peu au même niveau, de mon humble avis. J'ai adoré ma lecture. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un bon pavé à lire, mais j'ai apprécié ma lecture. Et ça, c'était mon numéro 7. Mon numéro 6, un module que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, au tout début aussi de 2024, du moins je crois pour sa version actuelle. C'est un jeu qui a été, en fait c'est un module qui a été en financement participatif et qui est sorti chez les Merry Moshmen. Et oui, nos amis de chez Nock, les très très bons du bric-à-brac OSR. Et il s'agit de The Horrendous Hounds of Heidenberg. J'adore le titre, The Horrendous Hound of Heidenberg. Ça se dit comme, il faut comme que tu dises les ha et les org. Pas de bon sens. Je commence à virer fou, je pense. C'est classique aventure OSR moderne d'une qualité exceptionnelle. Les villageois de Heidenberg sont en grand danger. Au final, la forêt où ils vivent depuis des siècles est désormais hantée par des espèces de chiens, démons meurtriers. Il n'y a personne qui n'ose s'aventurer dans la forêt, mais quelqu'un devra bien découvrir d'où viennent ces maudites créatures horribles. Sinon, bien, la ville de Heidenberg est assurément condamnée. C'est une aventure qui peut être un parfait suivi de l'aventure précédente qui est sortie aussi également chez les Merry Moshmen, Nightmare Over a Rag Hollow, qui est aussi un très cool titre. Et ça prend un peu la même formule en quelque sorte, c'est-à-dire une ville à sauver, un mystère à résoudre et des territoires à explorer et à découvrir pour peut-être y dénicher ennemis, alliés, trésors. C'est vraiment du folk horror. Et ça, j'aime ça le folk horror. C'est dans les styles d'horreur que j'apprécie énormément. Mais on demeure tout de même dans le très classique OSR. À la base, le module est fait pour OSE, donc Old School Essential. Mais ça peut s'adapter à un peu n'importe quoi. C'est un livret de pages de 60. C'est un livret qui est environ 72 pages et qui décrit la ville de Heidenberg avec les personnages avec lesquels on peut interagir, qui peuvent nous donner des informations sur le mystère, qu'est-ce qui s'y trouve, avoir des indices, des rumeurs, peut-être même aussi quelques récompenses supplémentaires selon les différentes actions qui sont accomplies. Mais on a aussi également la forêt située autour de la ville. J'essaie d'ouvrir le truc sans tout briser. C'est tellement des beaux livres en plus. Ça serait vraiment dommage que ça soit brisé d'une manière ou d'une autre.
Et en fait, la version que j'avais lue la première fois des Hounds of Heidenberg, c'était une version qui était uniquement justement en PDF et qui n'avait pas encore été prise en charge par les Merry Mushmen. Les Merry Mushmen ont vu dans cette aventure-là la possibilité d'offrir justement quelque chose d'imprimé, publié, avec un nouveau visuel supplémentaire, mais en gardant justement le module de base, le cœur du scénario, en y rajoutant en fait un enrobage et quelques petits brillants ici et là pour nous offrir une classique aventure OSR, mais qui est juste efficace avec ses monstres, ses créatures, ses donjons humides, ses mystères, ses surprises aussi. Parce que oui, j'arrête pas de dire classique, mais en soi, il y a un secret à mettre en lumière, et on peut aussi se tromper sur qui est la réelle menace entourant le module de jeu. T'sais, vraiment, c'est quoi le grand ennemi final? Est-ce que c'est vraiment les chiens? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que peut-être qu'il y a un habitant au cœur du village qui a quelque chose à se reprocher? C'est où est-ce que ça bloque? Et il y a beaucoup de tables aléatoires, beaucoup de NPC, des personnages joueurs avec lesquels on peut interagir. Un visuel qui clash. Le visuel est tellement beau, là. Il y a vraiment des beaux dessins. Une teinte, un duotone vraiment comme bleu foncé, noir, blanc, crème un peu. C'est juste bon, en fait. C'est ça qui est spécial avec ce module-là, c'est que ça renouvelle pas la sauce. Ça renouvelle pas la recette. Ça fait juste nous offrir une saveur qu'on connaît bien, mais qu'on trouve juste tellement excellente. Et ça a été dans mes meilleurs modules vraiment OSR de l'année. Mes modules qui ne sont pas des jeux complets, mais qui pour moi méritent tout de même toute l'attention qu'on peut y apporter et qu'on pourrait finalement le faire jouer avec autre chose que OSE. Est-ce que vous voulez le faire jouer avec Morborg? Est-ce que vous voulez le faire jouer avec Shadow Dark? Moi, ça serait probablement ça que je vais faire éventuellement. Ou même peut-être DCC. Vraiment, c'est à vous de voir. Quand même bien que l'aventure en soi demeure aussi efficace, peu importe le système de jeu qui est mis de l'avant. Donc, mon numéro, je ne me trompe pas, numéro 6, c'est ça. Mon numéro 6, The Horrendous Hounds of Heidenberg. Mon numéro 5, je ne vais pas m'y attarder longtemps parce que j'en ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit en fait de Rosewood Abbey. C'est l'abbaye de Rosewood. C'est un jeu de rôle qui met l'accent vraiment sur trouver la vérité, quel qu'en soit le coup. C'est inspiré par mon roman préféré, Le nom de la rose, d'Umberto Eco. Donc déjà, il y a comme un petit quelque chose qui vient me chercher, mais aussi également sur la fameuse adaptation cinématographique du livre en 1986, et aussi la série télévisée britannique Cadfael, et dont les romans aussi qui ont inspiré la série. C'est un jeu en fait dans lequel on va incarner des moines, des moines qui sont en fait au cœur d'un regroupement qui met en lumière les différents secrets et différents mensonges que le diable peut nous susurrer dans l'oreille. A priori, le jeu n'est pas fantastique du tout. On n'est vraiment pas dans un contexte fantasy. On est vraiment une fratrie. C'est les fatresses. Hérodoti, qu'on appelle, qui forment vraiment une fraternité informelle de chercheurs qui ont prêté serment de défendre la connaissance et la vérité. Vous êtes des moines, vous n'êtes pas vraiment des combattants, vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas vous faire des combats à l'épée, vous n'allez pas faire des passes de kung-fu comme les moines dans Donjons Dragons. Vous êtes simplement des moines d'une fratrie, mais vous avez vos pouvoirs, vos capacités, vos connaissances, votre savoir, votre érudit, votre façon de parler. Et il y a un petit côté à ça que j'apprécie énormément du fait que ça soit terre à terre, mais qu'on va quand même jouer un peu dans le côté ésotérique moyenâgeux, sans pour autant qu'on tombe dans le surnaturel, vraiment. Et c'est un jeu, en fait, qui est Care from Brindlewood. Donc, si vous connaissez Brindlewood Bay, qu'on a fait un one-shot sur la chaîne, qui a été traduit en français par Gulix, entre autres. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez acheter le jeu en français pour Brindlewood Bay. C'est un jeu, dans le fond, qui est un système, ce qu'on appelle un système d'enquête émergent. C'est-à-dire que l'enquête, vraiment les mystères dans lesquels on va plonger les moines, n'ont pas de résolution fixe.
même que le meneur de jeu en soi, la personne qui dirige la partie, ne sait pas non plus c'est quoi le mystère, ne sait pas c'est qui l'assassin, ne sait pas c'est qui la personne qui va cacher le livre des textes maudits qui ne doit pas être trouvé par les joueurs. En fait, la résolution n'est pas connue de personne, et c'est au fil de la partie, au fil que les personnages vont discuter entre eux, évaluer les indices récoltés un peu partout, s'appuyer sur les suspects qu'ils ont rencontrés et établir une théorie ensemble pour pouvoir découvrir qui finalement est à l'origine de ce crime immonde qui doit être puni par la loi de Dieu. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on joue, à faire avancer une histoire ensemble, mais aussi à la créer pour finalement aussi en arriver à une conclusion. Et cette conclusion-là, eh bien, on la conçoit selon ce qu'on découvre en jeu. Donc, il n'y a vraiment jamais de moment où est-ce que ça va complètement bloquer. Mais ça, c'est le système de base. Mais dans le contexte de Rosewood Abbey, il y a, on va dire, une autre twist, une autre approche que dans Brindlewood Bay. Au lieu de jouer des vieilles madames, on va jouer des vieux moines, ou peut-être même des jeunes moines, dépendant de ce que vous souhaitez incarner. Et ainsi, il y a aussi des mécaniques qui viennent un peu plus incorporer on va dire des rumeurs, ce qu'on appelle le moulin à rumeurs, qu'à mesure que le temps avance, à mesure qu'il y a des rumeurs qui sont soulevées, qui peuvent avoir on va dire des soupçons qui sont dirigés vers certains personnages peut-être, mais est-ce que c'est réellement fondé? Est-ce que ce ne l'est pas? Ça reste à vérifier. Et Rosewood Abbey est pour moi, je crois, avec The Between, du moins pour l'instant, le style de jeu avec une enquête émergente qui est venue le plus me chercher. C'est le style d'une enquête émergente où est-ce qu'on découvre à mesure qu'on joue c'est quoi, on va dire, le fin fond de l'histoire, même que le meneur de jeu ne le sait pas non plus et qu'il va un peu y aller go with the flow avec les joueurs et les joueuses. C'est moins mon style de prime abord. J'aime ça quand même avoir quelque chose de comme bien déjà préconstruit, bien ficelé et qui va surprendre. Oh, vraiment, ils ne s'y attendent pas les personnages. Mais avec Rosewood Abbey, pour l'avoir testé 2 fois, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience en tant que meneur de jeu et je vais absolument le refaire. C'est vraiment un très beau jeu aussi visuellement, des belles illustrations noir et blanc, illustrations noir et blanches qui vont vraiment donner un ton très écriture sainte, en quelque sorte, à l'ouvrage. Et le fait de pouvoir jouer des moines qui sont vraiment un peu pathétiques, qui vont parler comme ça et parler un peu de leur quotidien monastique dans une ambiance moyenâgeuse bien crade et bien sale. C'est comme ça a été encore une fois un peu comme Lancer ou un peu comme d'autres que je peux présenter. Ça vient titiller une zone bien précise de mes goûts et de mes envies. Et si vous appréciez en fait ce qu'on appelle justement les enquêtes émergentes à la Brindlewood Bay et que vous voulez tester autre chose, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à Rosewood Abbey. C'est vraiment un super beau produit. Mon numéro 4, il s'agit d'un autre jeu francophone que j'avais aussi déjà abordé au début de l'année 2024, mais je ne l'avais pas abordé au complet parce que je n'avais pas eu accès au jeu complet encore. C'est au fil de l'année que j'ai eu l'occasion de me pencher et de lire au complet ce bel ouvrage qui se nomme Voltige. Voltige, les contes de la mer d'Azur, publié chez les éditions Dérivantes par Enzo Cavalier. Enzo, avec qui j'échange souvent, qui est un chic type, et en fait aussi également les éditions Dérivantes, qui est une petite boîte qui fait de plus en plus parler d'elle, avec des petits jeux qui sortent et qui ont tout un peu cette espèce de touche visuelle très unique de Enzo, parce que c'est lui aussi qui fait les illustrations et qui a une écriture aussi, franchement, vraiment très directe, très simple et très rapide à lire, mais qui va également aussi être très évocatrice dans ce qu'elle veut proposer, dans ce qu'elle veut présenter. Et dans Voltige, les contes de la mer d'Azur, on incarne un voltigeur, on incarne quelqu'un qui se bat pour la liberté, quelqu'un qui se bat en fait contre le fascisme, contre les vilains qui ravagent les pays environnants et qui s'approchent dangereusement de cet endroit idyllique dans lequel vous habitez, la mer d'Azur. Et comme le dit un peu l'intro, je suis prêt de ça, je le dis comme du monde, on raconte qu'il existe 3 sortes d'individus, les vivants, les morts et ceux qui font la guerre. La mer d'Azur en a créé une 4e, ceux qui chevauchent l'eau et le vent pour défendre leur liberté. De leur union naissent les légendes. Et c'est ainsi qu'on devient un voltigeur, inspiré bien sûr par Porco Rosso des studios Ghibli, dans le fameux film où est-ce qu'un gros cochon justement conduit un avion et se bat contre le fascisme. Et c'est ce qu'on fait dans Voltige. On se bat contre le fascisme et on conduit des gros avions.
on conduit des avions, des différents types de véhicules volants. Et c'est un PBTA en fait. Donc, un PBTA 2D6 mécanique avec des manœuvres où est-ce que vous allez pouvoir, on va dire, selon ce que vous faites, il y a certaines manœuvres spécifiques qui sont associées à l'action que vous souhaitez entreprendre. Et cette action-là peut être réussite, elle peut être mitigée ou elle peut être un échec. Et en fait, selon le type d'action, eh bien, les répercussions, réussite ou échec ou même mitigées peuvent être différentes les unes aux autres. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture parce que des fois, les PBTA, je trouve que ça va un peu s'entremêler inutilement dans un surplus de mécanique, justement, pour pouvoir assurer une narration partagée ou assurer une certaine création commune à l'univers. Il y a toujours des petits détails sur « OK, vous avez échoué cette action-là, eh bien, décidez ensemble le résultat et inventer quelque chose sur le moment pour pouvoir expliquer pourquoi vous avez échoué. » Et bref, il y a beaucoup d'éléments souvent dans les PBTA qui, je trouve, sont plus des freins que de réelles mécaniques qui vont encourager en quelque sorte la narrativité puis la création commune et on va dire cette espèce de fluidité là dans le jeu. Mais Voltige, je trouve que c'est comme un peu un PBTA un peu plus light, dans le sens qu'il est un peu plus léger. Il y a un peu moins de mécaniques qui vont ainsi s'imbriquer au cœur de la mécanique du 2D6, comme on le connaît dans un PBTA classique. Et pour ça, eh bien, j'ai énormément apprécié en fait ma lecture. Je trouve que c'est une belle dérivation du genre, mais aussi également dans son monde et dans sa prémisse qui est proposée. Parce qu'on aurait l'impression que en lisant ça, on se présente face à un univers excessivement complexe avec des factions qui doivent s'affronter, qui doivent se faire la guerre à tout bout de champ avec un système de combat avec une grille, c'est super complexe et tout ça. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Enzo a eu la brillante idée, plutôt la brillante approche de vouloir rendre le tout, on va dire, très adaptable, mais avec une prémisse de base et une mise en contexte de base qui est très forte et qui est très identifiable. On comprend on est dans quoi, on comprend dans quoi on s'aventure, c'est quoi les types d'histoires qu'on va vivre, mais vous pouvez tourner ça comme vous le voulez et l'adapter à votre sauce sans problème, sans non plus en dénaturant le jeu en soi. Vous n'allez pas briser le jeu si vous décidez de changer un peu le contexte dans lequel le jeu se déroule. Et pour en fait faire support à cette approche-là, dans les suppléments qu'on peut avoir avec le jeu de base, il y a des petits dépliants qui proposent en fait des mises en contexte différentes. Des mises en contexte différentes dans lesquelles un peu la prémisse va être un peu identique, mais il y a tout de même certains détails qui vont être différents, comme par exemple, eh bien, dans un des contextes de jeu, les méchants fascismes, en fait, l'ennemi qui approche de la mer des Zéphyrs, eh bien, la mer d'Azur, c'est en fait des vampires, littéralement. C'est comme des vampires voltigeurs. Et juste ça me démontre à quel point c'est possible de venir changer le concept sans pour autant le dénaturer, tout en respectant un peu la saveur de base, la saveur de ce goût de liberté, la saveur de cette envie de vouloir se battre contre le mal, de protéger ce qu'on aime, d'être dans un monde quand même assez très manichéen, et c'est venu on va dire, j'ai beaucoup apprécié ma lecture pour ça, parce qu'encore une fois, je trouve que ça fait différent de ce que je suis habitué de lire dans la francophonie. Et également aussi l'utilisation de plusieurs tables aléatoires, très belle utilisation des tables Enzo d'ailleurs, avec des petits détails pour pouvoir personnifier son personnage, avec des mécaniques de jeu qui sont très simples. Et Enzo a vraiment, comme je l'ai mentionné, une écriture qui est très directe pour expliquer le jeu. C'est écrit en grand, tout est en couleur. Pour vrai, tout le jeu est en couleur. Et aussi également à un prix franchement accessible pour l'ensemble de la gamme. Vraiment tout le jeu complet, le livre de base, les suppléments, les idées, les jetons et tout ça. Ça a un prix qui est vraiment, vraiment respectable, alors que des fois, on pense qu'on paye quasiment 80$ pour juste un livre de base. Et bien, dans ça, vous avez absolument tout, et ça ne dépasse pas, je pense, le 70€. On s'entend bien sûr, la transition entre euro et canadien, c'est absolument horrible, mais pour un Européen, c'est super, super accessible en termes d'investissement. Et ça aussi, je trouve que c'est un point à mentionner, parce que, même que ça a été dit, je me rappelle, durant la campagne de tuto de financement, il y a des gens qui mentionnaient, qui disaient qu'ils trouvaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le jeu ne levait pas autant d'argent que ça, alors qu'il était financé quand même, que tout a été débloqué et que ça allait de bon train. Les personnes trouvaient que la qualité au rendez-vous devait faire en sorte que le jeu aurait dû plus exploser que ça encore. Eh bien,
j'ai l'impression, du moins, Enzo, tu peux me répondre si jamais tu vois cette vidéo-là, qu'il y a quand même cette espèce d'idée-là et cette envie-là de vouloir rendre le tout le plus accessible possible à l'achat et à l'acquisition pour les gens et de mettre un peu de côté le besoin mercantile de la chose, tout en demeurant, tout en faisant subsister le produit, là. Ça reste que c'est accessible, c'est achetable, il est publié, ça a été financé, mais on ne va pas non plus s'empiler sur une pile d'argent puis hurler de rire comme un méchant dans un film, là. C'est pas ça l'objectif, du moins c'est l'impression que ça me donne. Et pour toutes ces raisons, Voltige se trouve ainsi dans mon top 10. Mon numéro 3, une autre aventure, en anglais, OSR, encore une fois, publiée par, je crois que c'est un peu mon regroupement préféré dans le monde anglophone, dans le monde OSR. Du moins, pour l'instant, tous les produits qui sont sortis de la maison, de cette boîte-là, ça a toujours été pour moi un gros coup de cœur. Il s'agit de Secret of the Black Crag, qui est une aventure sandbox de type, on dirait, X-Crawl, c'est des explorations de zones, mais dans un contexte d'île plutôt. C'est différentes zones qu'on peut explorer dans une île et même aussi dans un donjon et aussi un petit village. C'est centré autour justement d'un donjon de plusieurs niveaux et ça a été écrit de base par M. Chance Dudinak, qui est aussi l'auteur de The Black Worm of Brandon's Ford, qui est un autre module de jeu OSR qui est très très cool. Et le tout se débute, ok, mettez-vous ça en contexte, là. Ça débute dans un repère de pirates, dans un port qui se nomme le Port Fortune. C'est une ville animée, située dans une archipel tropicale dans les îles Salamandres. Et ici, il y a une mystérieuse montagne sous-marine qui a émergé des abysses et qui a attiré les chasseurs de trésors désireux d'explorer les profondeurs oubliées de cet endroit qui, autrefois, portait le nom de Black Crag. C'est une aventure à la base qui est écrite pour Old School Essential, qui est conçu pour des personnages de niveau 1 à 4. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à quoi bon vous semble, comme on dit. Et en fait, c'est publié par Silverman, ou Silverharm, parce que l'image est comme un point, c'est comme un bras musclé, en argent. Et Joel Hines, qui est en fait la tête dirigeante, la tête dirigeante de la boîte en question. Et lui a publié des aventures pour Mothership, il a publié des aventures pour Old School Essential. Il a fait équipe avec justement Chance Dudinak, qui a un nom qui n'a pas de bon sens, mais qui sonne vraiment bien. Il a fait aussi équipe avec Leo Hunt, qui a fait Vaults of Varn. Et tranquillement, il se montre comme une équipe comme ça, de différentes têtes pensantes du monde OSR qui font des produits qui n'ont pas de maudit bon sens, à quel point c'est bon, puis à quel point c'est juste bien fait et excitant et enivrant comme aventure OSR, tout en restant justement dans le style très old school. Et c'est encore une fois ce qu'il a réussi à faire avec The Black Crag. Là, j'arrête pas de... Secret of the Black Crag, c'est ça. Je vais dire Black Crag, mais vous comprenez que je parle du module au complet. Et ça, encore une fois, ça peut être adapté à comme vous voulez, 5e édition, Morkborg, Shadow Dark. Les inspirations, en fait, vous comprenez un peu, c'est aventures pirates de Caraïbes. Ça peut être aussi inspiré par The Lost Empire, Monkey Island, la série de jeux vidéo, si jamais vous avez déjà joué à ça. C'est un peu plus de 100 pages et il y a du stock là-dedans pour 100 pages. Il y a un donjon de 75 salles, il y a 18 lieux d'aventure autour de l'île Salamandre, autour des îles Salamandre que vous pouvez aller voir, découvrir, échanger. 5 factions avec lesquelles vous pouvez échanger pour un peu savoir avec qui vous voulez vous allier pour aller explorer ce fameux donjon. Il y a des pirates squelettes, il y a des hommes crabes, il y a des voyageurs venus d'au-delà des étoiles. Il y a un comptoir de pirates à Port Fortune. Il y a des gens avec qui vous pouvez faire affaire pour pouvoir échanger du stock. Ça peut être un lieu pour une campagne complète et vous allez avoir du stock en masse. Vous allez avoir en masse de produits, de contenu, d'idées de scénario, des germes d'idées pour pouvoir faire mousser une aventure, improviser sur le moment, juste avec cette aventure-là, juste avec The Secret of the Black Crag. Des tables de rencontre, avec des variations dépassant des centaines et des centaines, des illustrations très cool, des générateurs pour créer des pirates, en fait, un équipage de pirates ennemis contre vous, des gens avec lesquels vous allez vous battre et tout ça. Et encore une fois, c'est super bien écrit. Chance Dudinak a une écriture du tonnerre. C'est très évocateur. On comprend très bien ce qu'il veut dire sans nécessairement avoir le plan d'image sous les yeux. On est capable de se faire une idée de ce que est la configuration d'un lieu. Le donjon principal est super original pour un donjon, je dirais, un peu pirate-esque. Des fois, je trouve que les aventures de pirates, ça peut être très...
je dirais le terme classique, cliché, mais il y a une belle twist, il y a des belles tournures dans Secret of the Black Rag pour un peu renouveler l'expérience avec justement différents outils, différents personnages ou menaces qui vont apparaître au fil de l'aventure et qui ne seront pas nécessairement le classique squelette méchant d'une aventure de pirate, le mort-vivant. Là. Bref, Secret of the Black Rag, c'est pour moi encore une fois une très belle aventure OSR qui vient en quelque sorte remplir ce besoin que je peux avoir au courant d'une année, au fil d'une année, de faire vivre des aventures qui sont très originales, mais qui vont quand même rester ancrées dans leurs racines profondes de l'OSR. Et à chaque fois que j'en lis une aventure comme ça, que ce soit Secret of the Black Rag, que ce soit The Hounds of Hindenburg, ou que ce soit par exemple Halls of the Blood King pour ça aussi, à chaque fois que je lis une de ces merveilleuses aventures old school qui pourrait être jouée par n'importe qui un temps soit peu joue à du jeu de médiéval fantastique, j'essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que cette aventure-là a si bien fonctionné, et c'est un ensemble de tout. En fait, c'est un tout. C'est le détail qui est mis pour pouvoir, on va dire, rendre le tout interactif et rendre le tout original tout en voulant nous donner l'impression qu'on va vivre une aventure classique, mais qui finalement en nous surprenant à chaque coin humide de donjon avec des petits détails, des petits éléments, des petites surprises. C'est ça qui vient faire sa petite touche magique. Et Secret of the Black Rag le fait merveilleusement bien. Et j'espère pouvoir le faire jouer à un moment donné. J'espère pouvoir le faire jouer très prochainement. En 2025, ça serait vraiment dans mes objectifs. Bref, allez voir ça. Jetez un coup d'œil à ça. C'est dans mon top 10 de l'année parce que j'en reviens pas encore. Et ça aussi, j'aurais dû l'avoir physiquement. Encore une fois, retardé par la poste, mais ce n'est pas grave. Mon numéro 2, un jeu que j'ai déjà également abordé sur la chaîne précédemment, au tout début de l'année 2024, dans une vidéo top 10 découverte. Je ne vais pas non plus trop en parler, mais ça fait partie de mon top 10, ça fait partie de mes très belles découvertes de l'année. J'ai reçu le jeu en version physique aussi au début 2024, il me semble, et il est resté près de moi durant toute l'année, parce que ça ne m'est pas encore revenu. J'en suis resté comme un peu accroché à cette façon. Et il s'agit en fait de Cloud Empress. Ecological Science Fantasy RPG. Tout dans ce jeu-là respire, encore une fois, la nouveauté. Avec une ambiance post-apocalyptique, fantasy-esque à la Nausicaa, mais écologique, où est-ce que dans le fond la nature a comme un peu repris ses droits via l'existence de gigantesques créatures qu'on nomme les imagos, qui sont des cigales géantes qui reviennent à chaque été pour un peu dévorer les morts et causer du trouble. C'est immense, imaginez-vous vraiment une envolée d'immenses cigales. Le monde a tombé. Le monde comme on le connaît n'existe plus. Il était autrefois beaucoup plus technologiquement avancé, à la façon de Nausicaa, où est-ce qu'on s'imaginait un monde où est-ce qu'il y avait peut-être des gratte-ciels, des grands véhicules et tout ça, mais c'est terminé, c'est maintenant derrière nous. Maintenant, le monde est scindé en deux. Il y a des bourgeois, des nobles qui vivent dans des espèces de cités volantes, sur des montagnes volantes, et il y a les pauvres qui vivent sur Terre et qui doivent en quelque sorte fouiller pour trouver leurs ressources, tenter de dénicher ce qu'ils peuvent mettre la main pour pouvoir, peut-être même les secrets d'antan, peut-être même les secrets qui viennent du monde d'avant, pour pouvoir les revendre et éventuellement se faire peut-être quelques piécettes. Et c'est un univers qui est très beau, très riche, très biologique. T'sais, on peut, par exemple, juste pour mentionner, là, on est dans la science fantasy, c'est parce qu'on peut s'imaginer une espèce de post-apo très mécanique et avec des grosses machines et tout ça, mais on n'est vraiment pas là. Vraiment, vraiment pas là. Tout est tourné vers le retour à la terre, le retour à la nature, l'utilisation de la nature pour pouvoir on va dire accomplir nos desseins, mais également aussi son respect. Mais alors que tout le jeu apporte un certain élément de fraîcheur, la mécanique, on la connaît bien, en fait. Et c'est là que c'est particulier. Parce que le jeu est en fait compatible avec la première édition de Mothership. Mothership qui est un jeu d'horreur, de science-fiction, très alienesque, rétro-futuriste, le cassette VHS futuriste, avec des monstres puis des gros guns qu'on va leur tirer dessus pour les faire exploser. Cloud Empress utilise ce système-là, mais vraiment dans un tout autre contexte, et ça montre à quel point est-ce que c'est possible de l'adapter ou de le transformer aussi à quelque chose d'autre, et ça colle très bien. Ça colle très bien parce que, oui, de un, visuellement, c'est de toute beauté. C'était un des plus beaux jeux que j'ai pu voir de ma vie.
Les dessins sont uniques. Les illustrations sont personnalisées, c'est de la couleur. Parfois, il y a une espèce de teinte un peu jaunâtre au travers. Les costumes sont démontrés pour pouvoir donner une certaine personnalité aussi au monde. On voit clairement l'inspiration de Miyazaki là-dedans. Là. C'est gros comme un imago, comme on dit, les immenses cigales volantes qui se déplacent dans le monde. Mais ce qui est vraiment aussi très fort dans ce livre-là, c'est son écriture, en fait. Parce que non seulement c'est fichtrement beau, mais c'est aussi super bien écrit. L'auteur Wyatt a une écriture évocatrice. C'est concis, mais aussi c'est mélancolique. Et pas dans un sens... ça aussi, j'ai vu ça passer sur Internet, il y a des gens qui faisaient mention de ça, que ça les a comme marqués. Le jeu est mélancolique dans le sens que c'est du post-apocalyptique, oui, avec une teinte d'espoir, une teinte de vouloir un peu espérer le mieux pour les gens qu'on aime et qui sont autour de nous. Mais on n'est pas non plus dans le grim dark. C'est pas non plus du morborg, c'est pas du sombre. C'est du mélancolique comme on le voit très peu dans le jeu de rôle. Dans un jeu de rôle de fantasy, science fantasy, où on doit un peu en quelque sorte survivre au lendemain, dénicher les secrets d'un monde d'avant, de vouloir tenter de relier les ponts entre les différentes personnalités, les différentes mentalités entre ceux qui habitent dans les nuages et ceux qui habitent sur Terre, et de peut-être aussi découvrir les secrets qui se cachent derrière les imagos, ces gigantesques scarabées volants qui reviennent à chaque année. Et le jeu a cette touche-là de vouloir être très, très triste, mais en même temps, on regrette le passé, mais en même temps, on veut espérer à mieux, on veut trouver l'amour, on veut trouver l'amitié, on veut vouloir se battre pour quelque chose qui est plus grand que nous, mais en même temps, ça reste aussi très, on va dire, old school dans son approche, parce que c'est très à la sauce Mothership, fait que c'est assez mortel, c'est assez dangereux. La mécanique, elle est très simple, ça utilise en fait un dessin pour pouvoir gérer en quelque sorte les combats, gérer les différentes interactions sociales et tout ça, puis il y a la possibilité d'être complètement submergé par la peur et l'effroi de ce que peut représenter les découvertes du monde d'avant, mais il y a aussi une certaine beauté, une certaine douceur, et il y a un détail qui est mis à vouloir mettre l'accent sur cette douceur-là, sur cette beauté, sur le quotidien des gens qui survivent au jour le jour. Et on le voit autant dans les suppléments, les aventures qui sont proposées, autant dans les newsletters, parce qu'on peut s'abonner en fait à une lettre en ligne qu'on reçoit de Wyatt, de l'auteur, où de temps en temps, chaque mois, il va comme sortir un petit quelque chose mensuel pour le jeu. Et c'est des fois des petits détails, des petits suppléments d'une page avec simplement l'explication d'un rite ou l'explication d'un événement qui arrive une fois par année, mais avec des tables aléatoires pour pouvoir le personnaliser selon ce qu'on souhaite. Et encore une fois, ça aussi, ça reste personnalisable. L'univers, un peu comme Voltige que j'ai mentionné tout à l'heure, l'univers est fort. L'univers, il nous frappe d'en face. On sait exactement dans quoi on s'embarque, mais ça ne change pas qu'on peut aussi le personnaliser, le changer, rajouter des éléments et retirer des éléments au travers sans pour autant le dénaturer. Et ça, j'ai l'impression que à mesure que le temps passe, à mesure que ça devient pour moi un détail très important à un jeu de rôle, c'est cet aspect-là. Cet aspect de bloc Lego qui nous permet de le modifier, mais qui ne va pas nécessairement briser les blocs avec lesquels on joue. Et Cloud Empress me permet ça, et me permet bien plus encore. Pour vrai, c'est une expérience en soi, je trouve. Je suis le bord de comme phase out, je suis le bord de comme tomber dans les pommes, tomber dans la lune, comme on dit. Tomber dans les pommes, ce serait m'évanouir, c'est pas la même chose. Donc, Cloud Empress, mon numéro 2 de l'année 2024. Et finalement, mon numéro 1, mon ouvrage préféré, jeu de rôle pour l'année 2024. Un jeu de rôle? Non, pas vraiment. C'est pas un jeu complet. C'est pas non plus un supplément pour un jeu précis. C'est pas un compendium non plus. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et je n'en ai jamais parlé dans aucune vidéo. Il s'agit de Monster Overhaul de M. Scarpels. J'ai de la misère à dire ce nom-là. L'auteur, par contre, je le connais bien. Il a fait, entre autres, le
kidnap, dit Art Priest, donc kidnapper le prêtre, l'archevêque. Kidnapper l'archevêque, qui est une aventure OSR générique qu'on peut adapter à tous les systèmes et qui est très bon. Mais The Monster Overall, c'est vraiment mon jeu préféré, en fait mon livre préféré de l'année 2024. On va commencer ça. Et finalement, mon numéro 1 pour l'année 2024. Mon livre jeu de rôle préféré de l'année 2024. Ma plus belle découverte de l'année. Ce n'est pas un jeu complet. Ce n'est pas non plus un supplément. Ce n'est pas non plus, un module d'aventure. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il s'agit de The Monster Overall, publié par Scarpless, j'ai de la misère à dire ce nom-là, qui est aussi l'auteur d'une aventure qui se nomme Kidnapper l'archevêque, qui est une superbe aventure OSR. Mais The Monster Overall, c'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'un sphinx sans une énigme? Ou un minotaure sans un labyrinthe? Qu'est-ce qu'un dragon sans un trésor? Ou un paysan sans un grief? C'est un bestiaire. Et Dieu sait que j'aime les bestiaires. Si vous avez déjà écouté quelques vidéos à ce sujet, j'en parle à quelques reprises. Je suis un mordu de bestiaires. J'adore lire les monstres. J'adore découvrir les monstres. Leurs caractéristiques, leurs particularités, c'est quoi qu'ils mangent en hiver, c'est quoi qu'ils font, leur petite histoire, comment les personnaliser, tout ça. Et c'est le meilleur bestiaire que j'ai lu de ma vie. Pour vrai. C'est le meilleur bestiaire que j'ai pu lire parmi toutes les bestiaires que j'ai pu lire sur 336 pages avec plus de 200 monstres, 160 illustrations, plus de 20 cartes qui sont proposées avec des rencontres aléatoires, des index et une moult outils pour pouvoir faire jouer les monstres. Comment je pourrais dire ça? C'est une reprise. Comment le mieux le décrire? Ça serait une reprise des grands classiques, mais pour renouveler l'expérience de ces grands classiques-là. Un peu comme je le disais avec l'espèce d'intro avec le sphinx, le minotaure et le dragon. Comment est-ce qu'on peut donner une petite twist, une petite particularité à ce monstre classique du médiéval fantastique qu'on connaît très bien? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un gobelin pour qu'il soit un peu plus qu'un simple gobelin? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un orc pour que ce soit pas juste un orc? Eh bien, The Monster Overall répond à votre question tout en vous offrant également une certaine surprise, parce que vous pouvez générer le tout aléatoirement avec des tables pour pouvoir offrir une créature personnalisée qui va répondre à certains besoins très classiques, médiéval, fantastiques, mais qui va en même temps rendre le tout original, nouveau, rafraîchissant. Et on va prendre un exemple ensemble. Il me semble que je le louve, là. C'est un plaisir. En fait, c'est un plaisir aussi à lire. C'est vraiment juste un plaisir à ouvrir et à visiter, à lire au travers. Les images sont tellement belles. Il y a tellement de pages, mon Dieu. Il y a tellement de stock. C'est écrit tout petit. Il y a des génériques villages, des génériques... un des 100 aventuriers qu'on peut croiser, une map d'un monde générique cultiste, des mercenaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Un des 50 de missions de mercenaires. Qui a un des 50? Mais ça se lance en ligne, là, vous pouvez générer ça au hasard. Un des 100 marchands, un des 100 magiciens. Mais moi, ce que je cherche, c'est vraiment un monstre. Je vais aller voir un monstre. Je tourne une page au hasard. Oh, le Minotaure! Justement, on parlait du Minotaure tout à l'heure. On a un labyrinthe qui vient avec. On nous offre un labyrinthe générique. Et là, le Minotaure, ok. Soit qu'il vient tout seul, soit qu'il est une bande de 2d6. On a une apparence, c'est un homme avec une tête de taureau, avec souvent une grosse arme dans les mains. Sa voix va être assez grave et qu'il va pouvoir parler un langage local. Peut-être qu'un groupe de minotaures peut avoir son propre langage. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut dévorer de la chair. C'est quoi sa moralité? Assez simple. Manger ou être mangé. Intelligence? Il peut être intelligent comme un humain, mais il est souvent têtu comme un taureau. Est-ce qu'il porte une armure de cuir? Probablement. Mouvement normal. Là, ils mettent le moral, si jamais vous jouez avec le moral pour les vieux jeux old school. Et ses dégâts aussi, qui sont aussi orientés plus old school. Donc, un des 8 pour les cornes, un des 10 pour une grosse arme. Et là, il y a une explication de qu'est-ce que peut être un minotaure, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi les trésors qu'il peut donner. Et là, il y a les tables aléatoires. C'est quoi le nom du minotaure? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. OK, 4. Il se nomme Urslak. Et une de ses particularités, c'est qu'il a des yeux brillants, qui brillent dans le noir. Pourquoi est-ce que le minotaure doit mourir? C'est une autre table aléatoire. Dis-moi un chiffre au hasard comme ça. 6, OK, 6. Le minotaure, OK, l'arme du minotaure est la seule chose
qui peut tuer un autre monstre, un autre problème, un autre monstre qui va éventuellement arriver. Donc on a besoin de l'arbre du Minotaure pour pouvoir tuer cette autre créature. C'est la raison pourquoi est-ce que le Minotaure doit mourir. C'est quoi son arme? On peut générer aléatoirement son arme avec un des 10. Dites-moi un chiffre. OK, 10. C'est des gantelettes cloutées avec des pics dessus. Like a fistful of nails. Donc, comme un coup de poing de clous. Avec des clous dedans. Et là, il est aussi marqué, ça c'est drôle par contre, il y a quelques monstres qui ont des menus. Qu'est-ce que ça goûte le monstre si tu le tues? Un peu comme le fameux animé de John Meshi, je pense que ça s'appelle, ou est-ce que c'est des gens qui voyagent dans un donjon pour manger des créatures, les monstres qu'ils vont trouver. Il y a comme, c'est proposé ça pour quelques créatures. Ok, juste pour le fun, on va en faire un autre parce que je ferai ça pendant des heures. Je ferai ça pendant des heures de temps. On en ouvre un comme ça au hasard, on va dire, oh, pourquoi pas, là, regarde, il y a des animaux même, il y a les animaux les plus classiques comme un ours. Un ours, ils viennent à coup d'un D4, ils ont, c'est un gros quadrupède là, avec, on sait c'est quoi un ours. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger, dormir, élever ses enfants, il est territorial, c'est pas très intelligent, on s'entend, c'est pas intelligent comme un humain, à moins d'être mangé ou blessé, il va pas vraiment attaquer non plus. Mais par contre, quelle habilité légendaire on peut donner à un ours? Admettons, c'est un ours de légende. Et là, c'est un D10. Dites-moi un chiffre au hasard. 2, ok. Il dort. Il dort dans une cave toute l'hiver et il ne peut pas être réveillé même avec des blessures. Dans le fond, c'est vraiment un ours qui dort non-stop, sans arrêt, tout l'hiver. C'est impossible de le réveiller même si tu le blesses. C'est spécial comme habilité. En fait, ça peut être en fait une... imaginez l'aventure, tu sais. Une aventure un peu plus pour les jeunes, là. Réveiller l'ours. C'est réveiller l'ours qui dort. Des variantes. Est-ce qu'il a le visage un peu... tanné, dans le sens est-ce que sa couleur de sa fourrure est plus foncée sur son visage alors que sa fourrure de corps est plus blanche. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la tanière d'un ours avec un D10? Dites-moi un chiffre au hasard. OK, 2. On peut trouver en fait des peintures faites sur les murs qui représentent en fait différentes créatures, dont l'ours en question, comme si d'autres personnes avaient habité là auparavant. Et c'est le genre de choses qu'on trouve dans ce fichu de livre incroyable, qui est divisé en fait par les types d'encounter que vous pouvez avoir, les types de rencontres. Est-ce que c'est des créatures qui viennent plus des plaines? Est-ce que c'est des créatures qui viennent plus des marécages? Est-ce que c'est des humains, plus les humanoïdes? Parce qu'on peut croiser, exemple, des chevaliers, des barbares, des types de cultistes, avec des cartes qui vont représenter, exemple, justement, un manoir gothique classique générique qu'on peut utiliser comme on veut. Il y a tout dans ce livre-là et c'est vraiment, sans aucun doute, le plus cool livre de jeu de rôle que j'ai lu en 2024 et qui renouvelle mon envie du médiéval fantastique. Chose que ça m'arrive pas tout le temps. Mais celui-là l'a réussi. C'est tout. Et voilà. Ça conclut mon top 10 de mes découvertes pour l'année 2024. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'il y a des choses là-dedans que vous ne connaissiez pas et que maintenant vous avez le doux goût de les connaître, de les découvrir davantage. Je serais curieux de savoir, vous, c'est quoi vos coups de cœur de l'année 2024, les nouveaux produits, les nouvelles publications qui ont vraiment attiré votre regard, qui sont venus percer votre cœur d'amour et d'intérêt. Dites-moi tout dans les commentaires, je veux savoir. Je vous souhaite d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo-là avant la fin de 2024, une très belle fin d'année. Je souhaite un beau 2025 avec beaucoup de nouveaux plaisirs ludiques à l'horizon. Et on se retrouve pour une prochaine année avec des nouvelles aventures de jeux de rôle aussi incroyables et des nouvelles découvertes. Parce que des découvertes, il y en a. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour 2025, je vous le dis. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.